Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ce dernier atelier de l'année. Mais il y en aura d'autres l'année prochaine, évidemment, quand c'est agréable, pourquoi se priver, hein. Et donc, ce soir, pour terminer l'année en beauté, Catherine, elle est là, Nathalie. Alors, je ne sais pas, mais hier, elle a comme la grippe, quoi. Elle n'est pas Ah, bien. Alors, je ne sais pas si elle va un peu mieux ou pas. Je ne l'ai donc, pas vue ce soir, arriver. Catherine et peut-être Nathalie vont nous parler d'Albert Schweitzer. Catherine, à toi la parole. Alors, donc, Albert Schweitzer, il est connu avec, comme on dit maintenant, énormément de casquettes. Donc, il est né en 1875, 14 janvier, c'est un Capricorne, en Alsace, et il est mort en Afrique 90 ans plus tard. Il est connu en tant que prix Nobel de la paix en 52, qu'il ira chercher d'ailleurs qu'en 54, et je vais vous expliquer qui il est. Alors, comme il est né en Alsace en 1875 à Kaysersberg, voici sa maison natale à gauche, Kaysersberg, qui est devenue un musée en Alsace. Il parle allemand, enfin il parle alsacien et allemand. Et il est né de nationalité allemande, parce qu'à ce moment-là, l'Alsace était allemande. Il est né d'une famille, son père est pasteur luthérien. Et la deuxième maison qu'on voit ici, lorsqu'il a quelques mois, la famille quitte la maison de Kaysersberg pour aller à Gunsbach, au presbytère de Gunsbach, où d'ailleurs il a une enfance extrêmement heureuse. Il est cousin issu de germain de Jean-Paul Sartre. Donc, quand Jean-Paul Sartre dit qu'il va passer ses vacances en Alsace, c'est ici. Et c'est là qu'il fréquente Albert Schweitzer. Alors, je vous le redirai tout à l'heure, mais ils ne s'entendent pas, puisque Jean-Paul Sartre le traite de grand filou. On va trouver dans le thème pourquoi il le traite de grand filou. Ils ne s'entendent pas. Donc, son père est protestant, luthérien et pasteur. Et lui, alsacien, de cette famille luthérienne, va souhaiter faire des études de théologie, de philosophie. Alors, il suit la trace de son père. On voit ce soleil en maison 4. Lui aussi va devenir pasteur, faire des études de théologie et des études de musique. Et il va devenir un très grand interprète et très connu, organiste. Il joue dans les temples protestants et même dans les églises à Strasbourg, à de l'orgue. Donc, c'est un spécialiste de l'orgue et des morceaux de Jean-Sébastien Bach. Donc, théologien, ce qu'il aime, c'est le prêche. Quand on parle de théologie, on va aller voir la Maisonneuve. Enfin, après, bon, peu à peu, on va disséquer. Et comment il vit sa spiritualité? Par la parole et par le prêche. C'est un prédicateur, un grand donc théologien et surtout un très grand organiste. Il a une enfance au presbytère, ici, extrêmement heureuse. Et en 1893, il a ce qu'on appelle en religion une épiphanie. L'épiphanie, ça veut dire une révélation divine. Un dimanche de Pentecôte, il a cette révélation divine que ce bonheur qu'il connaît, de par les œuvres de Bach et son métier de théologien, il doit en payer le prix et il doit, si on veut, payer, rembourser pour ce grand bonheur. Et donc, il va se demander comment il pourrait rembourser l'humanité pour ce bonheur vécu. Et il va décider, alors qu'il est théologien et musicien et organiste et philosophe, il a aussi un doctorat de philosophie, il va à 30 ans devenir médecin. À l'époque, on ne faisait pas la discrimination par les maths. Comme Bergson, il pouvait à la fois être philosophe ou bien médecin. Il avait le bras du choix. Maintenant, ce serait plus compliqué. Donc, il va devenir médecin pour soulager les souffrances de l'humanité. On va voir ça en disséquant son thème. Donc, je vous donne là le grand schéma de sa vie. Et donc, il va épouser Hélène Breslau, qui, elle, est allemande. Ça aura son importance. Hélène Breslau, ils vont beaucoup s'écrire. Finalement, il épouse Hélène Breslau. Ils n'auront qu'une fille, Rena. Et le grand bonheur de sa vie, ce sera de partir comme un missionnaire
enfin dans son esprit, il est missionnaire, pour soulager les plus grandes misères, c'est-à-dire au Gabon, en Afrique équatoriale, où il y a beaucoup de maladies qui sévissent, et il va soulager les misères des indigènes. Voilà, donc on voit avec son thème, on va maintenant regarder en parallèle avec le thème, c'est un homme universel, hein, quelqu'un qui est capable d'être théologien, prédicateur, musicien, et pas juste le dimanche, enfin c'est le dimanche pour l'orgue de Sébastien Bach, mais il fait des concerts, et ensuite médecin, et de partir en mission. Donc homme universel qui fait tout. Il connaît le bonheur indéniable du prêche. Alors, on regarde dans le détail, il est Capricorne, le soleil en Capricorne en 4, comme il suit la droite ligne de sa famille. Sa femme aussi, c'est une femme de pasteur, une fille de pasteur. Il est théologien comme son père et fidèle aux idées de la famille. Il sera plus ouvert que son père, ce sera un protestantisme. Bon, les luthériens, c'est très rigide, mais il ne veut pas prendre la Bible au sens propre, au sens littéral. Il va chercher l'idée qui est derrière les écrits bibliques, mais c'est un philosophe, donc évidemment, il remet en cause ce qu'il lit. Et ça se voit, le maître de ce Capricorne, du Soleil, c'est Saturne, qui est en Verseau, responsabilité collective du missionnaire, du prédicateur, opposé à Uranus. On va voir que c'est un précurseur aussi. On regarde aussi, c'est tout à fait extraordinaire conjonction Mercure-Soleil. Ils sont à 24 tous les deux. Alors, on a un petit peu dépassé pour Mercure la situation de Casimir, c'est-à-dire quand c'est très très proche, mais enfin, il est quand même. On a 24. Attendez, là, on ne voit rien du tout. C'est trop bas. Mon thème est trop bas, je ne le vois plus. Voilà, 24-6, 24-28. C'est 8 minutes pour qu'il soit vraiment dans le cœur du Soleil, mais c'est quand même très proche. C'est très, très proche. Et Mercure maîtrise justement cette maison 9. Donc, ça fait intégralement partie de ses racines et de sa vie et du bonheur d'exister que d'avoir la foi, maison 9, de faire des études de théologie et de prêcher avec les Gémeaux, justement, sur la pointe de la maison 9. C'est toute sa vie le bonheur du prédicateur en chair. CHAIRE, évidemment. Et puis, donc, c'est ces Gémeaux en maison 9. Et puis, ensuite, la maison 9, elle continue avec le Cancer, jusqu'au milieu du ciel. Et alors là, nous avons la Lune qui est conjointe à Neptune. Donc, là encore, la spiritualité et le sacrifice consenti pour sauver l'humanité souffrante. C'est le message du docteur Schweitzer. Et c'est en maison 7, c'est-à-dire voir chacun d'entre vous, par exemple, devant le public, ce n'est pas la masse du public, il s'adresse à chacun en particulier. Et l'ascendant Balance, en plus, alors ça donne, l'ascendant Balance et le Capricorne, c'est la prépondérance de ce Saturne, évidemment, puisque Saturne est exalté en Balance et maître du Capricorne, et Saturne aussi est en maison 4. Et là, ce n'est pas un Saturne Capricorne, Saturne Verseau, c'est plus une responsabilité collective. Et comme il est en face, son maître est Uranus en face, on le voit, c'est pour ainsi dire littéral, c'est un dessin. Cet Uranus en Lion, c'est le prêcheur, là-haut en chair, hein, le prédicateur en Lion qui se montre, il fait son showman, on pourrait presque dire, et il a des idées, il va être assez controversé. Hein. Il ressemble physiquement à Nietzsche, et il était aussi proche des idées de Nietzsche. Puis la langue allemande, évidemment. Donc, c'est cette opposition Saturne-Uranus. Cet Uranus, c'est ce prédicateur en chair. Et là, donc, cet ascendant Balance dont je parlais, Vénus est en maison 3, là encore, il parle, et en Sagittaire, ça nous ramène encore à cette maison 9, hein, pour dire d'un point de vue analogique. Et puis Jupiter qui est en maison 1, l'importance justement de la parole dans sa spiritualité.
Alors, cette Vénus en Sagittaire, c'est aussi un indice de spiritualité. Alors, n'oublions pas qu'Uranus est la planète la plus élevée du ciel et elle est maître de sa maison 5, c'est-à-dire de ce qu'il crée. Donc, ce Mercure dans le cœur du Soleil, maître de 9, va nous parler évidemment de sa foi, comme je viens de vous le dire, et il va parler aussi de l'Afrique, puisqu'il va devenir médecin et devenir missionnaire. Et ce missionnaire, ben, c'est encore, ça se rejoint, hein, si on veut, Vénus, maître de l'ascendant, en Sagittaire. Et en maison 3, c'est un petit peu comme la maison 6, on va voir comme il va s'occuper de son prochain d'un point de vue quotidien, des échanges intimes, des échanges proches. Alors, donc ça, ben, il va embringuer, on peut dire, donc il épouse Hélène Brisselot, et bien entendu, elle va devenir infirmière. Pour lui, il va l'embringuer, on pourrait dire, pour parler, il va l'embringuer et l'embarquer en Afrique. Hein, maître de MC, et le maître de MC est en maison 7, et il emmène évidemment sa femme au Gabon. C'était le Congo à l'époque, mais maintenant, ça s'appelle le Gabon. Alors, ils y partent en 1913, tous les deux. Ils vont au Gabon soigner les lépreux, les malades, et il va trouver des conditions épouvantables. Il n'y a rien, mais quand on est Capricorne, on est sobre et on est capable de faire avec rien. Et c'est ce qu'il va faire, il va se débrouiller pour eux. Et alors, comme il est Capricorne, c'est un signe de terre, c'est pas un missionnaire éthéré qui prie toute la journée et qui touche pas une pelle ou une bêche. Non, non, non. Il a les mains dedans. Il soigne les personnes. Voilà, là, on le voit ici avec sa femme, hein, en Afrique. Alors, il soigne les enfants, les malades, la lèpre, tous les parasites de l'Afrique. C'est une chaleur épouvantable, très, très insupportable, très humide. Et d'ailleurs, sa femme ne pourra pas rester. Elle va tomber malade. Elle va retourner au presbytère que je vous ai montré à Gumsbach, en Alsace. Mais lui, il reste, il va faire de très fréquents allers-retours parce qu'il est demandé comme conférencier partout. Après, il aura de l'argent, il va se faire connaître. Il fait des conférences pour rapporter de l'argent pour le dispensaire et finalement finir par bâtir une vraie maison plus qu'une cabane en planche. Les médicaments, il les gardait chez lui. Enfin, c'était des conditions très spartiates et très difficiles. Évidemment, il soignait les Africains gratuitement, mais quand, donc, ce don de soi comme ça, c'est, on peut dire, la pointe de 6, ici, qui est en maison 7, il fait tout pour l'autre, et le nœud nord conjoint à Chiron. Moi, je vois ça comme ça. Et le maître de cette lune Neptune nord et Chiron, c'est Mars en Scorpion, c'est-à-dire une volonté tenace, de l'endurance, de la niaque. Paraît-il très mauvais caractère. Ce n'est pas surprenant. Mars carré Uranus. Et voyez l'importance du 14. Carré Mars, carré Saturne. Hein, donc les retards, il devait être impatient, désagréable, etc. Ça va avec le grand homme. Tous les grands hommes au quotidien ne sont pas très plaisants. Donc ce Mars qui en veut, il a un sens des valeurs poussé à l'extrême, hein, pour comme ça, une vie de dénuement et de passion en même temps. Alors il jouait de l'orgue en Afrique pour ces malades. Il leur demandait, quand ils étaient guéris, d'apporter de quoi faire vivre le dispensaire, donc des poulets, des légumes pour aider les autres malades, à tour de rôle si on veut. Et une fois lui a dit, un noir, lui a dit, ah mais non, maintenant que tu es devenu mon ami, la tradition, c'est toi qui me fais un cadeau. C'est pas moi qui vais faire un cadeau à l'hôpital. Vous voyez, il devait s'ajuster aussi avec les mentalités. Alors, il était très dur à la tâche, un Mars carré Saturne, il s'occupe des bêtes, il n'hésite pas à construire aussi avec tout le monde de ses mains. Vous voyez, il était dedans, vraiment impliqué pratiquement, hein, comme le Capricorne. Et il ne fait pas que surveiller les travaux. C'est ça que je veux dire. Pendant la guerre de 14, il est allemand. Et je vous ai dit que sa femme Breslau, Hélène Breslau, elle est née à Berlin. Alors, elle est encore plus allemande que lui.
Et l'État français a demandé que tous les Français à l'étranger soient ramenés. Donc, lui, il est allemand, donc évidemment très louche, très suspecté. Donc, il est ramené en France, ils sont arrêtés, ils sont dans un camp d'internement à Bordeaux, puis à Saint-Rémy-de-Provence, dans le même sanatorium qu'où était Van Gogh, entre parenthèses, à Saint-Rémy. Et alors, à partout, il est accueilli par les autres prisonniers à bras ouverts parce qu'ils les soignent, mais en fait, ils sont quand même un peu prisonniers. Alors, parce qu'ils sont allemands. C'est mal vu, évidemment, entre 14 et 18. Alors, ils sont quand même finalement libérés et du coup, ils terminent la guerre en Alsace. Et la petite fille, ils n'auront qu'une fille, naît là-bas, à Gumsbach, dans le presbytère, en Alsace. Alors, ensuite, en 19, je crois, il se fera naturaliser français. Mais jusque-là, c'était un peu bancal. Hein. De toute façon, il parle allemand, alsacien, français et anglais. Donc, il a cette double, comme ça, ambivalent, on pourrait dire. Donc, ça n'aidait pas que sa femme soit née à Berlin pendant la guerre de 14. Alors, elle va ensuite, elles retourneront en Afrique un peu, mais elles sont tellement malades de la chaleur, c'est tellement éprouvant que bien souvent, elles resteront en Alsace et lui viendra les voir de temps en temps. Donc, il écrit avec sa Vénus. Alors, il commence à être connu et reconnu, enfin, on va dire reconnu dès 1920. On sait ce qu'il fait et c'est un précurseur. Parce que maintenant, évidemment, on a Médecins sans frontières à les soigner, etc. Mais à l'époque, la vie de missionnaire n'est pas connue. Bon, il y a quelques religieuses qui font office de missionnaires, des prêtres, mais un homme finalement si connu, un organiste, théologien, philosophe et un médecin finalement qui lâche tout pour partir en Afrique et soigner les lépreux, c'est tout de même tout à fait nouveau. Et ce qui est encore plus nouveau, c'est de s'intéresser de la même manière aussi aux animaux. Il soigne tout. Et donc, il écrit ce livre, Le respect de la vie. C'est cette Vénus en maison 3. Toute vie doit être protégée. On n'écrase pas un moustique, et Dieu sait s'il y en a. On ne tue pas les rats, les souris, enfin tous les parasites, on ne doit pas les tuer. Et c'est vraiment poussé extrêmement loin. Respect évidemment des petits-enfants, des animaux. On ne tue pas ce qui nous embête. On n'écrase pas un moustique. C'est un peu original pour ça. Et c'est très nouveau pour son époque. C'est cet Uranus, là, la planète la plus élevée du thème, qui veut ça. D'être, ce sont des valeurs, on pourrait dire, très modernes pour nous. Et vous voyez, ce Mars carré Uranus qui donne ce mauvais caractère. Et donc, le respect de la vie. Et évidemment, il va s'engager dans le même esprit contre l'arme nucléaire. Ça, c'est très, très mal vu. Il est mort en 1975, donc il a connu la guerre froide, il a connu la Seconde Guerre mondiale et il militait contre la bombe atomique. Ça va avec ses idées, mais c'était très nouveau et forcément mal perçu. Alors, on le traite, pourquoi Jean-Paul Sartre le traite de grand filou? C'est peut-être carré Soleil-Neptune. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est Jean-Paul Sartre qui jouait avec lui au jardin quand il était petit, devait savoir pourquoi il le traitait de grand filou. Disons un grand malin, probablement. Hein? Alors, donc, ensuite, il reste avec son Capricorne extrêmement fidèle à ses engagements. Et vous voyez cette croix fixe, Lion, Scorpion, et encore on arrive à Saturne en Verseau, et tout ça au degré près, hein, 14, 14, 14. C'est extrêmement rigide. Il ne devait pas tellement se laisser faire. Heureusement, on a Uranus là-haut, quand même, qui dynamise. Alors, il a dit, les progrès de la civilisation sont inévitables. Évidemment, il voit que les choses avancent, pas forcément dans le bon sens,
Mais le bien ne vient que grâce à un credo éthique mis en pratique. Alors, son credo éthique, évidemment, c'est son sens chrétien de protestant. Il est pasteur, prêcheur, protestant. Et on va le mettre en pratique, ce sont ses valeurs capricorniennes. Et je pense aussi qu'on peut voir cette opposition Saturne-Uranus. Les progrès de la civilisation, c'est Uranus, et ce Saturne, maître du Capricorne. Les Capricornes, c'est des gens, devant les faits, on ne peut rien. Ils acceptent les choses, c'est un signe de terre. Mais il va essayer de transformer le Saturne en Verseau, bien plus transformateur et moins rigide, évidemment, opposé à son maître Uranus. Voilà comment je vois ça. Et puis, son credo mystique, son credo éthique, c'est aussi ce soleil en Capricorne, carré Neptune, hein, carré Lune-Neptune. Il va falloir mettre en pratique nos idéaux, les Lune-Neptune, et en faire quelque chose. Je pense que c'est ça, un carré au milieu du ciel. Il a un besoin intrinsèque d'action. C'est un homme d'action. On voit que la porte invisible, c'est-à-dire le mi-point, c'est pas compliqué, hein, regardez, on est en plein dessus. Le mi-point entre Uranus et Saturne arrive sur Mars. 14, 14, 14. C'est assez impressionnant, la précision de ce carré apex. Et cette porte invisible arrive là-dessus. Il est en maison 2. Il a un sens des valeurs exacerbé, une passion qui l'oblige à agir. Et comme c'est opposé un peu large à Pluton, avec énormément de niaque, il en veut. Et sa porte visible, du coup, elle est en Taureau. Il est obligé de mettre les mains dans le cambouis et de faire les choses. Il y avait un potager à Lambaréné, c'était à Lambaréné au Gabon. Eh bien, il y allait, il y retournait la terre lui-même. Il a lui-même planté le potager pour donner à manger aux malades, puisqu'il n'avait rien. Et je pense que c'est cette porte visible au Taureau. Et la niaque de faire les choses avec ce Mars en Scorpion. De rien du tout, on va redémarrer quelque chose. Alors d'ailleurs, ce Mars est sa seule planète en eau de tout le thème. Donc elle se singularise et c'est là qu'il va exprimer les émotions qu'il peut ressentir, seule planète en eau, et par l'action avec Mars. Et de la même façon, si on regarde ça, Saturne est sa seule planète d'air. Et c'était pas rigolo. Enfin, je ris, je le connais pas. Hein. Bon, les 2 maîtres de sa maison 6 pour un médecin, c'est Jupiter-Neptune, qui se font face. De grande spiritualité. Aussi la médecine et l'Afrique. On revient encore à Mercure, maître de 9. Mercure, maître de 9, carré justement à cet amas mystique ici. Mais c'est une tension dynamique qui l'a fait partir. Alors, je vais vous lire encore une autre citation, à moins que ce soit la même. Ah oui, donc son livre en anglais, c'est Reference for Life, le respect de la vie. L'enfant qui sait se pencher sur l'animal souffrant saura un jour tendre la main à son frère. Et le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Ça fait vraiment une citation à mettre au-dessus de sa porte. Hein. Donc ce bonheur se double si on le partage. C'est vraiment le maître d'ascendant Vénus, je trouve personnellement, en Sagittaire. Et soulager les souffrances humaines, c'est vraiment, je trouve, cette conjonction maître de 6, conjonction Neptune-Lune. Hein, et le faire au grand jour et en faire son métier, puisque le maître du ciel est en Cancer. Il materne chaque malade, évidemment. Alors aussi, Chiron, pour les souffrances, soulager toutes les souffrances, conjoint au nœud nord, en bélier, il entreprend, il ose, c'est un précurseur, il a l'audace, il y va, et on peut dire même qu'il y retourne. Hein, pour son prochain, toujours pour l'autre. C'est la passion, il va jusqu'au bout, et l'amour pour l'humanité. Vénus est maître de son ascendant, Trigone, Uranus, maître de
5 en Lion. Oui, ça nous montre le précurseur, celui qui va innover et le faire au grand jour. Quand on prêche devant l'assemblée des fidèles, on n'a peur de rien. Il y va. Hein. Alors, une autre définition intéressante, ce sera la dernière, c'est lorsqu'on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds qu'en moi la connaissance est pessimiste, mais le vouloir et l'espoir sont optimistes. Alors on a à la fois l'homme qui a connu 2 guerres, évidemment la bombe atomique et tout le malheur qu'il a autour de lui en Afrique, évidemment les malheurs extrêmes, mais le philosophe, le théologien, l'homme de Dieu croit. Alors où est-ce qu'on voit tout ça dans son thème? Eh bien, je crois que c'est cette opposition Saturne-Uranus, le pessimiste et l'optimiste. C'est curieux qu'il les mette l'un en face de l'autre, et justement, il les a comme ça dans son thème. Et cette connaissance pessimiste, c'est probablement le Capricorne. Un Capricorne, dans l'ensemble, c'est assez pessimiste avec Saturne. Hein. Mais, heureusement, nous avons la conjonction de cette maison neuve qui l'élève et qui lui donne sa foi et toute son ardeur et son espoir optimiste, je pense. Et pour l'optimisme, on a Vénus en Sagittaire. C'est très ouvert. Ça rattrape bien, excuse-moi Marc, le Soleil en Capricorne. Hein, et tout ce Saturne. Alors, on lui a reproché, alors il a été connu dès 1920, mais il a été très critiqué, puisque, je vous ai expliqué, ses idées ne sont pas du tout à la mode. On lui a dit qu'il traitait les Noirs en colonialistes et qu'il était très raciste. Alors, si on lit son livre, évidemment, ça a été écrit à une autre époque que maintenant, et il les traite de façon extrêmement paternaliste. Bon, alors c'est son vécu, c'est comme ça. Le maître de sa maison 6, la maison de la hiérarchie, de la servitude, est opposé. Donc, on a ça. Et puis, enfin, non, c'est pas opposé, c'est carré. Un maître de 6, c'est Neptune, opposé au maître de 9. C'est peut-être ce qui explique qu'il a été très critiqué comme colonialiste, c'est-à-dire la maison 6, la hiérarchie, et la maison 9, l'étranger. Peut-être, je cherche des pistes là. Son très mauvais caractère, c'est Mars carré Saturne, probablement, et carré Uranus, qui innove. Et il en veut à fond. Je pense qu'il ne devait pas aimer la contrariété. Et Mars opposé à Pluton. Donc, il va quand même en 52 être. En 52, on attribue, c'est le moment d'avoir un prix Nobel de la paix qui va être attribué, je ne sais pas pourquoi, seulement en 53. Mais en 53, il ne peut pas aller le chercher parce qu'il est en Afrique. Et donc, il n'ira à Oslo qu'en 54. Assez curieusement, cette affaire a duré 2 ans. Donc, le voilà à Oslo au moment de la remise du prix Nobel. Et là, il a fait son discours en français. Et là, les Français se sont rendus compte qu'ils avaient un grand homme et qu'il était français. Parce que beaucoup de gens le pensaient allemand, alsacien, enfin, ils ne savaient pas tellement. Mais non, il a fait son discours en français. Et en tout, vous voyez, on voit bien qu'il est tout à fait pudique et pas... il ne la ramène pas, vous voyez, une fois que c'est terminé, il remet son vieux manteau. Il fait très simple, hein, très simple et très authentique. Oui. Et puis, son amour des animaux, son respect de toute vie, c'est probablement Neptune-Lune, hein, probablement, avec le nœud nord et Chiron ensemble. Alors, le musicien, où est-ce qu'on voit le musicien? C'est probablement de très grande notoriété, hein, puisqu'il donnait des concerts, il a fait des concerts dans la cathédrale de Strasbourg, et tout ça, l'argent partait, c'était pour la mission à Lambaréné. Alors là, le musicien, je pense que c'est le maître du milieu du ciel conjoint à Neptune pour la musique. Et la musique de Bach, c'est l'une des plus, évidemment, empreintes de spiritualité. Pour le prédicateur et le médecin, parce que finalement tout est lié, c'est peut-être Jupiter, première planète à se lever.
parce que, évidemment, c'est à la fois celui qui va à l'étranger, le théologien et le médecin. Pour le prédicateur, on a vu que c'était Uranus, là-haut, planète la plus élevée du thème, et qu'il n'ait pas été apprécié de son vivant, c'est ce fichu caractère et son côté trop... Il ne devait pas faire de compromis. S'il avait fait trop de compromis, il n'aurait pas réussi ce qu'il avait entrepris. Il était trop moderne pour son époque, le vieux Capricorne quand même. Hein. Et aussi le moyen d'arriver à faire avec rien. Faire un merveilleux dispensaire au milieu de nulle part, où les conditions sont épouvantables, il fait très chaud, moustique, malaria, tout ce qu'on veut, et il a tout de même réussi. Alors c'est peut-être le carré Soleil-Neptune, tenter l'impossible. Hein, peut-être. Et le respect de la vie, je me suis dit pourquoi ça s'est appelé le respect de la vie, son livre. Alors la vie dans le thème, alors ça c'est mon idée, mais vous en aurez sûrement d'autres, hein. Mais la vie c'est le soleil, et le soleil est carré à la vie des nœuds. Donc, on doit passer le nœud nord, et puis alors le nœud sud est en face. Au carré, nous avons ce soleil, et donc on doit passer par le respect de la vie pour aller du nœud sud au nœud nord. Voilà. Mercure, maître de 12, très conjoint au soleil, c'est son esprit de sacrifice. Évidemment, il a sacrifié sa vie, une vie forcément plus confortable en Alsace, pour partir au fin fond de l'Afrique. Et à l'époque, c'était vraiment le fin fond de nulle part. Ça, c'est ce sacrifice Mercure au soleil, ça fait complètement partie de lui. Et Mercure, maître de cette neuf qui est tellement important dans son cas, prédicateur. Et alors, il prêchait en Afrique. On lui avait dit, bon, on veut bien que vous partiez en Afrique en missionnaire, mais vous ne prêcherez pas. Parce qu'il dérangeait avec ses idées trop modernes, où il essayait d'interpréter la Bible, alors que souvent les protestants se collent à ce qui est écrit. Mais bon, il a promis qu'il ne le ferait pas, mais c'était plus fort que lui, il devait prêcher et enrôler les indigènes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées? Évidemment que oui, avec son thème, pour son thème. Voilà, je ne sais pas quelle image vous préférez. Dans le thème, ce qui était étonnant, déjà, c'est la précision de certains aspects. Oui. Je veux dire, la conjonction Soleil-Mercure, 14, oui, on est à 24. Oui. Et puis alors, les carrés, là, je veux dire, Uranus, Mars et Saturne, tout en 14e degré, avec très un près, aspect 14-1, 14-1, oui. 14-1, Mars-Uranus. Donc, on est bien. Ce qui est frappant aussi, c'est le nombre de carrés d'opposition qu'il y a dans son thème. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est sûr que ça ne devait pas être facile pour lui. Hein. Il ne devait pas être commode parce que la vie ne devait pas être facile pour lui. Je veux dire, intérieurement, ça devait être compliqué. Il avait une mission à accomplir. Il en a eu la révélation divine un dimanche de Pentecôte. Enfin, il était en même temps fils de pasteur. Hein. Il baignait là-dedans, mais il a quand même eu cette révélation divine et il n'a eu de cesse de rembourser le bonheur qu'il avait eu dans son enfance. C'est une idée assez peu commune. Il ne se dit pas, tiens, j'ai une enfance merveilleuse. Il fallait qu'il paye pour ce bonheur, qu'il remercie en se sacrifiant. Donc, quand on a cette volonté et cette vocation, eh bien, il faut qu'elle se fasse. Donc, forcément, et il a la niaque de faire, justement, avec ce Mars en Scorpion. Alors, moi, je pense que, si je peux dire quelque chose à propos de ce qu'on voit, c'est qu'il a un thème très ouvert. Oui. Hein, il y en a dans tous les sens, en plus, avec ces fortes oppositions, comme dit Marc. Et donc, en fait, il pouvait comprendre tout le monde. Oui, homme universel, oui. Ça lui donnait beaucoup d'objectivité, on peut dire. Et puis, une autre remarque à propos de cette conjonction Soleil-Mercure, où tu dis qu'il est dans le cœur du Soleil, mais en fait, ce n'est pas possible en Capricorne. Parce que pour que Mercure soit dans le cœur du Soleil, il faut qu'il soit conjoint au nœud planétaire
a son propre nœud planétaire qui est pour le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Donc, il peut être dans le cœur du Soleil seulement dans ces signes-là. Et donc, dans ici, quel il signe est en Taureau? entre le nœud sud et le nœud nord. Et donc, Mercure est juste en dessous du Soleil en déclinaison, mais pas dans le cœur. Voilà. Ah, ah ben, je ne savais pas ça. Ah ben, c'est bien, oui, oui. Je l'avais su, oui. Moi, ce que Oui, donc le Soleil domine sur Mercure, on peut dire. Ou alors Mercure est plus extrême, disons, que le Soleil. Comme on veut. Ah oui, ah oui. Brigitte souhaitait prendre la parole, je crois. Oui, dans le sens où moi j'ai une autre hypothèse pour ce que disait Jean-Paul Sartre, parce qu'il y a quand même une grande difficulté, parce que il est quand même ascendant Balance, ce qui montre un homme très dans la négociation, dans l'intérêt des gens. Et juste derrière, quand on gratte un petit peu, c'est un homme qui est très fixe, comme on a vu, avec toutes ces croix fixes, avec tous ces carrés, ces oppositions. C'est pas un homme qui montre la même image que l'ascendant Balance. C'est tout. Alors, on peut penser que c'est un grand filou dans le sens où Jean-Paul Sartre peut imaginer que c'est à dessein qu'il fait ça. Qui va se montrer courtois, par exemple, tu veux dire. Voilà, qu'il montre agréable. un visage très, très, très angélique, et puis derrière, il est capable de ténacité et de détruire. Quand il a décidé quelque chose, il ira jusqu'au bout. Pas détruire parce qu'il aime le vivant, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, d'aller jusqu'au bout. Oui. Donc, cette façade plaisante, oui. Voilà, c'est l'hypothèse que je formule. Mais est-ce que ça, c'est pas non plus les nœuds, puisque c'est nœud sud, Balance, nœud nord, Bélier. Oui, aussi, oui. Je ne sais pas s'il avait, enfin, je ne sais pas, à vrai dire, s'il avait, vous voyez, alors si on le regarde, son portrait, est-ce qu'il a l'air tellement aimable? Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Bah, il était quand même le médecin le plus apprécié, et puis ah oui, très très apprécié, oui. Il sauvait un peuple énorme, enfin il était obligatoirement agréable. On peut sauver des vies sans être très plaisant. Et il était très si autoritaire. Je peux dire quelque chose, excusez-moi, Jacques Medge, je voulais juste dire, malgré tout, si on regarde Brut, toutes les dissonances qu'il a, on ne peut pas dire qu'il a beaucoup de qualités, hein, parce que la dissonance, Soleil-Jupiter, tendance à utiliser des moyens illégaux, immoraux, dissonance Mercure-Neptune, tendance à la duperie, et puis tout le reste. Bon, alors je ne sais pas comment ils arrivent à maîtriser ces dissonances, mais ils doivent en tirer la quintessence, certainement, puisqu'il n'a pas été connu pour ce que je viens de citer, mais ça n'a pas été évident, hein. Je pense à Sarkozy, par exemple, qui a la dissonance Neptune-Jupiter. Celui-là, je l'appelle le CIC. Donc, corruption, irrégularité, compromission. Il va faire de la tôle. Et tous ces aspects négatifs qu'il a, ce fameux Schweitzer, je ne sais pas comment il a pu les maîtriser. Ça doit lui donner un certain dynamisme, mais je ne sais pas, malgré tout, de temps en temps, il doit quand même frôler l'interdit. Je ne sais pas. Enfin bon, je voulais m'exprimer, je l'ai fait. Oui, voilà. Ben vous avez raison, oui. Et oui, alors, je ne sais pas comment ils font. On a des réponses dans l'étoile évolutive. Pardon? Alors, dans la suite, vous savez, parfois, on regarde, enfin, chaque fois, on regarde son thème avec les tarots, avec l'étoile évolutive. Ah oui. Et là, eh bien, pour celles qui suivent un peu ça, c'est l'étoile évolutive, on trouve des réponses. Justement, les réponses aux questions que vous évoquez. Ouais. Est-ce qu'on va retrouver la duperie, la malice, etc. Alors, si vous voulez, je vous montre. Alors, il y a par exemple l'aspect Neptune, la dissonance Neptune-Mercure, c'est enfantillage. Hein, c'est un esprit gamin. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas très, très belles. Je ne sais pas comment il a maîtrisé les choses. Alors, mais justement, c'est quelqu'un, il avait quand même, on l'a dit, à 30 ans, il a été investi d'une mission divine.
Donc, je pense que ça, quelque part, c'est ça qui a éclairé un petit peu toutes ces zones d'ombre. Ouais, Il y, enfin, il il y a aussi que la tendance, par exemple, de Lise Green, ce n'est plus de tirer un trait, un coup d'épée comme ça, un peu fataliste sur les mauvais aspects, et elle dirait plus contact. Alors, ça va faire flou, hein, politiquement correct et plus flou, bien entendu. Mais elle ne va pas dire ce que vous dites, ce qui n'est pas faux, mais on ne le lit plus tout à fait comme ça maintenant, les horoscopes, les thèmes. On va dire contact entre Mercure et Neptune. C'est ça qu'on lit chez Lise Green. Vous voyez, voilà. Alors, du coup, ben, son Mercure ressentait un contact, un appel neptunien vers la foi, etc. Et ce n'était pas le coup près de la malhonnêteté d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on a… Oui. Les carrés, les oppositions, etc., c'est vrai que ce n'est pas des aspects faciles, mais ce sont des tensions. Tout dépend de si on les subit ou si on les agit. Si on les subit, ils peuvent avoir un aspect négatif, désagréable, mais si on les agit, on peut en faire une force, une énergie, quelque chose d'extrêmement positif. Et je pense qu'il y a une grande part de son énergie, justement, qu'il tient de ces carrés, de ces oppositions qu'il a, entre guillemets, sublimées, quoi. Des tensions dynamiques. C'est pas facile. Et comme c'est un signe fixe, ça devait être d'autant plus difficile pour lui. Et Capricorne, c'est quand même un signe très fort, très raide, très rigide. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Hein. Alors, c'est sûr qu'il pouvait être rigide. Par contre, il y a une chose qu'on sent beaucoup chez lui. Alors, il y a peut-être aussi l'influence alsacienne, si j'ose dire, mais cette notion de discipline, c'est très important. La discipline, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il l'a utilisé quand même beaucoup. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit le travail, etc. Enfin, c'est très important. Et puis, c'est quelqu'un aussi, l'austérité ne lui fait pas peur. Ah ben ça oui, c'est le Capricorne, il fait avec rien. On peut faire avec rien. Ah oui, sobriété, pudeur, etc. Ah oui, oui. Il n'aurait pas pu vivre ce qu'il a vécu s'il n'avait pas eu ce côté justement austère, sobre, capable de se contenter de peu et justement de pouvoir arriver à vivre et à faire vivre des gens avec peu. Oui, faire des miracles avec rien. Oui, ça c'est capricornien. Oui, c'est vrai. Bon. Et puis, je pense que le fils… Oui. Il est décédé en 75, il est décédé, d'après ce que j'ai regardé cet après-midi, en 65. En 65, je me suis trompée, c'est bien possible que je me sois trompée. Oui, il est né en 75, il est mort en 65. Oui, il est mort à 90 ans. Eh ben voilà. Non, il est né en 1875 et mort en 65. Oui. D'accord, ok. Mais quand on est fils d'un pasteur luthérien, on a une éducation, surtout à cette époque-là. Je veux dire, d'effort, de travail, des bonnes vertus. Et en plus en alsacienne, comme tu dis. Allemand. Oui. C'est rigolo parce que moi, dans mon esprit, j'assimilais souvent Albert Schweitzer avec Albert Einstein. C'est la moustache. Alors, la moustache et la chevelure, je pense qu'ils ont quelques années d'écart en termes d'âge aussi. Et puis, il y avait le côté, entre guillemets, bienfaiteur, si j'ose dire, hein, chez les deux, quoi. Même si chez Schweitzer, le missionnaire, c'était quand même autre chose, quoi. Voilà. Ils se sont rencontrés. Hein, et Einstein a inventé la bombe atomique tout de même, ses travaux. Mais il était bien d'accord que ce n'était pas pour tuer l'humanité. Exactement. Et c'est là-dessus qu'ils se sont rencontrés. Oui. Il y a une photo où ils sont ensemble, d'ailleurs. Il était aussi très critique. Comme c'était un courant du protestantisme, sa façon de prêcher, il mettait en cause, enfin, il interprétait la parole de l'Évangile. Et ça ne plaisait pas non plus. Tu avais commencé à nous parler de l'étoile. Elle est là, à droite. Oui. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on retrouve ou comment ça s'explique. Alors, on voit, donc je vais vous expliquer, on voit dans son
déjà, il a deux. Qu'est-ce qu'il est intrinsèquement et ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire que sa mission de vie, c'est la justice, c'est l'arcane de la justice, et ce qu'il est intrinsèquement, on va dire, c'est un juste, et c'est aussi l'arcane de la justice. La justice, ça va vraiment avec son ascendant balance et l'importance de ce Saturne, c'est-à-dire la rigueur, l'honnêteté, enfin même si c'est un grand filou. Et alors, mais donc, l'importance de ces deux cartes, intrinsèquement, c'est pur et dur, hein, cette justice. Et le filou, mais il est là, ça c'est son talent. Et qu'est-ce qu'il a en talent? C'est la façon de s'en sortir avec ce diable. Comme on va dire, il va se débrouiller, il n'y a pas d'argent, ben on va en trouver d'une façon ou d'une autre. Il a envie d'aller en Afrique, on lui a dit les évêchés, là, les protestants, lui a dit de ne pas prêcher. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, il prêche. Bon, eh ben, il y va. De toute façon, il veut partir. Donc, voilà, ben, il va prêcher quand même. Donc, c'est ce diable ici. On va se sortir de toutes les situations. De toute façon, on va y arriver. Donc, c'est un talent. Et donc, vous voyez, c'est peut-être ce Mars en Scorpion. Et on va y arriver, quitte à un petit peu tromper notre monde, etc. Mais on va y arriver. C'est ce diable en maison 1. Là, on le retrouve ici. Et puis, ce qui est intéressant à voir, on cherche, alors, par exemple, cet Uranus dominant ici, moi je le verrai ici, ça c'est le prénom d'Albert, qui donne un mat. Eh bien, le mat, vous voyez, il a sa besace sur le dos, c'est celui qui part. Alors, c'est lui qui est parti en Afrique et qui finalement, avec le maître du soleil et l'exaltation de la balance Saturne en Verseau, et maître du Verseau là-haut, qui faisait finalement, il n'a fait que ce qu'il voulait. C'est-à-dire que la femme, elle tenait plus coup là, sous la chaleur équatoriale, elle est restée en Alsace, et lui, il repartait. Il fallait qu'il parte, il fallait qu'il fasse son travail, qu'il fasse ce qu'il voulait, si on veut, vous voyez. Eh bien, c'est ce mat ici. On n'enferme pas Albert Schweitzer. Ça, c'est ce mat que je trouve vraiment important. Et puis, on remarque qu'il a 3, voyez, on cherche les points importants, il a 3 tempérances. La tempérance, si on veut, bon, on a des termes compliqués avec les étoiles évolutives, mais c'est l'inverse, si on veut, ou le complément de la justice. Vous voyez, comme la justice est raide, et la tempérance, elle est ondulante. Donc, elle va s'arranger, tempérance, avec la vérité, elle va faire des compromis, elle va mettre de l'eau dans son vin, comme elle est, avec ses 2 amphores, et comme elle est ondulante, et c'est l'ascendant balance, pour le coup. Ce masque, comme disait Brigitte, de courtoisie, de jovialité, de bonne manière, et en dessous, on est tellement raide et intransigeant. C'est tout à fait vrai, hein. Alors, ce sont ces 3 tempérances, je trouve. Et c'est vrai que la tempérance au poste 14, de la façon dont il s'exprimait, il était capable de vous embobiner comme il voulait. Avec, hein, quand on voit tempérance en 14 et le diable ici, hein, très, très vraisemblablement, il savait quoi faire. Et puis, je vous explique un peu ce qu'on voit là-dedans. Son destin, là, c'est un ermite. Ben, l'ermite, c'est le chercheur. On imagine l'homme solitaire. Évidemment, il a fait des études de théologie. Ça va vraiment bien avec le Capricorne, cet ermite, hein, ici. Et puis, l'amoureux, ici, eh bien, c'est la reference for life, c'est le respect de la vie. Il s'engage, c'est la lame de l'amoureux aussi. Ça, c'est ce qu'on a au surplus, ce qu'on a beaucoup, dont on est extrêmement riche et dont on peut... Et d'ailleurs, lorsqu'il dit le bonheur, il double quand on le partage, alors c'est l'amoureux placé ici. Ça, c'est encore cette phrase-là. L'homme qui s'engage, qui a choisi sa voie par amour pour les autres, par amour pour l'humanité. C'est vraiment ce que veut dire l'amoureux placé là. Bon, on voit aussi ces 2 chariots ici, c'est-à-dire que c'est un homme d'action, je vous ai dit tout à l'heure, avec ce Mars sur sa porte invisible, obligé d'avancer et obligé d'aller au bout par passion, et il a toute la niaque pour faire les choses. Donc, il prend sa vie en main et il est question qu'on avance et qu'on trace notre route. C'est aussi cette lune en bélier. Il devait être affreusement impatient, il devait être épouvantable.
Mais on le voit ici. Alors, je vais vous montrer un truc intéressant. Ces deux postes, ils changent tous les ans. Là, c'est l'année, donc selon les années, c'est la date qu'on met ici. Selon les années, ces postes-là changent, les arcanes changent. Ça, c'est l'année cruciale, lorsqu'il a 18 ans, de sa révélation dans le jour de la Pentecôte. Je dois rendre ce que le ciel m'a offert, de ce bonheur sur terre, et ce bonheur que j'ai à devenir prêcheur et à jouer Jean-Sébastien Bach, il faut que je le rende. Donc cette année-là, il a la lune pour le retour en arrière de ce qu'il doit et aussi le chariot. Je vais me mettre en route et je vais faire pour l'autre, je vais faire pour mon prochain, parce que le chariot, c'est la 7e lame, maison 7 du tarot, de l'astrologie, donc l'autre. Eh bien, c'est quand même rare, cette combinaison, on la retrouve exactement l'année de sa mort. C'est assez curieux. Donc, les années, alors attendez voir, quick. Là voilà, l'année de sa mort, nous retrouvons une lune pour la spiritualité et on pourrait dire pour le grand voyage. C'est assez rare d'avoir la même combinaison. Donc là, évidemment, c'est une année clé, l'année de la mort, on ne peut pas faire plus clé que ça. On retrouve encore la lune et encore un chariot. Alors, il y a aussi, qui est intéressant, en 1913, il va entamer des études de médecine. Donc, il va donner corps à son projet de rembourser, de rembourser ce que la vie lui a offert en devenant médecin. Eh bien, regardez où ça nous emmène, ce jugement, nous le trouvons en maison 2, au poste 2. Le poste 2, c'est une difficulté. Et le jugement, c'est aussi de la culpabilité. Alors, le jugement, c'est sensationnel. Tu veux dire quelque chose? Non, je disais au revoir à Daniel. Ah, dis au revoir à Daniel. Alors, le jugement, c'est le prédicateur qui reçoit les messages de Dieu et qui les renvoie, qui les fait rebondir pour les fidèles. C'est vraiment l'image du jugement. C'est ce qu'il est obligé de faire et ce qu'il sait faire merveilleusement bien. On l'a au poste 2. Peut-être qu'il était timide au départ et renfermé. Avec le soleil en maison 4, il gardait ses sentiments pour lui. Le soleil en Capricorne avec Mercure, ça devait être un taiseux malgré tout. Et bien ce taiseux, il devient prédicateur. Alors là, il change tout. Et cette culpabilité, là, l'épiphanie de devoir rendre ce qu'il a reçu, on pourrait assimiler ça de la culpabilité. Pourquoi est-ce que je reçois autant de bienfaits de la vie, une famille aimante, il avait un frère et une sœur, une grande maison, enfin il était extrêmement heureux à tout point de vue, et donc il doit se dire, pour avoir l'idée de le rendre, c'est que ça ne lui est pas, c'est pas normal, et donc qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et donc cette culpabilité de recevoir trop, quels sont mes mérites qui justifient un tel bonheur? On pourrait penser comme ça, et du coup, c'est ce jugement en culpabilité. Et en retrouvant ce jugement au poste 7, l'année où il devient médecin, alors il se lève cette culpabilité. Je pensais à ça. J'expliquais ça comme ça. Ce jugement au poste... Parce que c'est à 18 ans qu'il a l'épiphanie, hein. C'est pas l'année 20, c'est pas à 20 ans, parce que ça, souvent, ça montre un problème à résoudre à l'âge indiqué par l'arcane. Mais là, c'est pas le cas. C'était à 20 ans. Mais donc là on est pour enfin soulever cette culpabilité et là, il peut partir en Afrique. Et il va trouver un équilibre avec la force. L'équilibre avec son ascendant balance, ça lui est complètement indispensable. J'explique ça comme ça, mais je ne sais pas si j'ai raison. Vous voyez? Et il est gênant ce jugement au poste 2, malgré tout. Il est gênant. Et je l'explique comme ça.
qu'est-ce qui l'a poussé à devenir prédicateur quand on a un jugement au poste 2? Et de la même manière, ça ne lui était pas naturel, malgré le fait qu'on en est 3, de montrer. Il était plus quelqu'un de pur, dur et cherchant la justice et la vérité pure que, avec ce poste 4, quelqu'un prêt à faire des compromissions, avec tempérance en 4. Vous voyez, on retrouve dans l'étoile le thème astral et on peut trouver des réponses qu'on n'a pas autrement. Vous voyez, j'aime bien, moi, faire des ponts entre les deux. Mais il n'est pas là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Catherine, poste 1, donc le diable, c'est à la fois, ça explique que personne ne pouvait avoir de pouvoir sur lui, comme tu disais, il avait décidé, il fera, et voilà. Mais c'est aussi peut-être la phase où il veut peut-être avoir un peu de pouvoir. Mettons, prêcher, faut jongler pour pas prendre du pouvoir sur les autres. Mais on en a forcément quand on est en voilà. chair et que tout le monde vous écoute. Hein? Et voilà, exactement. Donc, je pense que cette histoire de pouvoir, d'ambiguïté, c'est le diable le représente bien. Ça. Oui, 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 oui. Parce qu'en fin de compte, je pense qu'il y a certaines personnes qui devaient le voir comme un être qui voulait. Bon, il a aidé, il a été médecin, il a tout ça, mais est-ce que il n'a pas voulu avoir un peu de cette froideur, enfin d'être un peu trop certitude de pouvoir sur les gens? Tu veux dire peut-être de manquer d'humilité? Oui. Peut-être, oui. Quelque part, alors que ses actions étaient humbles, puisque c'était médecin, aller dans les pays, mais c'est peut-être pour ça aussi que par moment, il a peut-être été décrié. C'est pas si évident. De toute façon, quand tu fais quelque chose, c'est pas non plus évident hein, que tout le monde accepte. Quand il est arrivé en captivité avec sa femme en arrivant d'Afrique, les prisonniers étaient ravis. Il a été extrêmement bien accueilli parce qu'enfin arrivait un médecin pour s'occuper des malades. Évidemment, pendant la guerre de 14, ceux qui étaient en captivité, ils n'étaient pas tellement bien ils étaient plutôt maltraités qu'autre chose. Alors là, il a eu aussi beaucoup de... les gens étaient extrêmement reconnaissants. Et alors, on l'a déplacé de camp en camp à Bordeaux, enfin, jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence. Et à chaque fois, les prisonniers étaient très, très reconnaissants des soins qu'il a prodigués en arrivant. Et à part Jean-Paul Sartre, il n'y a pas grand monde qui l'a critiqué. Mais si, parce que quand on parle contre les armes nucléaires en pleine guerre, forcément que ça ne plaît pas. Je pense que les États ne l'aimaient pas. Le côté colonialiste, peut-être. Alors après, oui, voilà, anticolonialiste. Bon. Et puis, je pense que son livre, il a un vocabulaire très colonialiste et patriarcal, etc. Mais son honneur, je suis toujours avec mon honneur en bélier, je pense qu'il avait besoin d'action. C'est peut-être pour ça qu'il avait tout avant, mais il devait sentir qu'il devait faire des choses parce qu'il les a eues, c'était inné comme ça dans la famille et tout ça, mais il avait un besoin d'action, un besoin de faire. Oui, 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 et c'est justement, tu vois, là, Mars sur la porte invisible, pile sur la porte invisible. Donc, si je bouge pas, si je ne fais pas, si je suis pas endurant, enfin, toutes les qualités de Mars en Scorpion, ça va être... Là aussi, il purge encore quelque chose. Il purge une douleur. Et donc, le chariot représente bien ce besoin d'action aussi. Hein. Et ce Mars sur la porte invisible, les archives intérieures, c'est-à-dire lorsqu'on additionne le poste 2 et le poste 4, 14 et 20, nous arrivons à 34, c'est-à-dire encore un chariot. Ouais, je pense que c'est le chariot avec cette action, ce besoin de faire, d'oser. Et d'aller de l'avant, oui. Oui, 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 oui. Mais d'aller de l'avant en faisant. C'était un actif. Hein. Eh bien déjà, homme universel, avec, comme disait Astrid, toutes ces planètes tout autour, être capable d'avoir
un doctorat de philosophie, un doctorat de théologie, parler 3 langues, voire 4 après, etc. Parce qu'en l'enfance, il parlait alsacien, ensuite il a parlé allemand à l'école, puis évidemment le français, enfin, un touche à tout, mais à chaque fois un expert, un organiste de bac d'un niveau international. Et ça ne lui a pas suffi, à 30 ans, je vais devenir médecin. C'est sensationnel. Il faut une puissance de travail et une volonté. C'est pas bon, ben voilà, ça suffisait. Il était déjà très connu comme organiste, prédicateur très apprécié, etc. en Alsace. Non, ça suffisait pas. Je vais encore entamer des études de médecine à 30 ans, ça doit quand même pas être si facile, même si les barrières n'étaient pas les mêmes que maintenant. Et il fallait quand même. Et puis alors, évidemment, à chaque fois, il manque d'argent, forcément. Ben, il y a son milieu du ciel qui est en cancer, alors donc les études ne devaient pas lui suffire, quoi. Il fallait qu'il ait un contact avec le public, il fallait qu'il puisse materner quelque chose. Il n'était pas simplement un intellectuel, il était un homme aussi sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est le soleil en Capricorne, Mars en Scorpion aussi, il y a vraiment de l'action sur le terrain, quoi. Il devait ensemencer quelque chose. C'est plutôt comme ça que je le vois, moi, le nœud nord en Bélier. C'est pas tant le sportif qui doit se dépenser, qu'une personne qui doit suivre son idée pour aller travailler, pour se sortir du collectif. Et il s'est sorti de tous les collectifs, hein, du collectif de la famille, du collectif du couple, du collectif du pays, du collectif. Il s'est sorti de tous les collectifs pour faire sa route à lui en pionnier. En précurseur, oui. Voilà. Et en toujours... précurseur en plus avec Saturne-Uranus en opposition là. Et avec audace et courage, à chaque fois, ça c'est quand même le Bélier, et toujours une idée de spiritualité, Lune-Neptune. Ah oui. Ah oui. Et est-ce qu'on sait pourquoi, d'un coup, en 1913, il décide de partir en Afrique? C'est quand même... dire, c'est... Il voulait aller où il y avait le plus besoin, le plus de misère. Sa femme l'embêtait. Non, elle est allée avec lui, elle était infirmière. Elle était son infirmière, elle est partie. Il y avait la photo là. Non, ils sont partis ensemble, mais elle est tombée malade. C'était trop chaud. Il faisait trop chaud. Pourquoi partir là-bas? Pourquoi partir si loin? Je veux dire. Parce que la plus grande misère, elle était en Afrique, dans les territoires connus. Et puis, les missionnaires en Afrique, c'était quand même quelque chose. Bon, alors là, pour le coup, c'était quand même assez connu. Il y avait de quoi faire en Afrique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de quoi faire en France ou en Alsace, mais la plus grande misère où on a le plus besoin et où il n'y a rien du tout. Et donc, on va partir de nulle part, de rien. C'était les missionnaires. Ils allaient toujours en Afrique, les missionnaires. Mais Uranus, c'est pas... Uranus, il est en 10, là. Oui. Uranus en 10 et en Lion, ça m'évoque un peu l'exotisme de... Voilà. L'exotisme de l'outre-Méditerranée. Non, les missionnaires allaient aussi en Chine, en Asie. Oui, mais lui, il n'y est pas allé. Il est allé en Afrique, dans des conditions excessivement pénibles. Et le cancer, c'est pas, il n'y a pas de l'Afrique dans le cancer un peu? Peut-être. Oui, moi, il me semblait que pas cherché. J'avais vu que le côté un petit peu berceau de l'humanité. Enfin, oui. Ah. Il est allé dans l'une des régions les plus hostiles du monde à cause de la chaleur et de l'humidité. Et c'est une forêt dense, très dense. Il faut défricher déjà pour commencer, etc. On reconnaît bien là le côté des filles du Capricorne, quoi. Oui. 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 Et Catherine, au niveau de l'étoile, tu as vu qu'il y a une intégrité entre le pape et la justice. Donc, il y a quand même réunir l'amour, enfin les bénédictions qu'il peut donner si on veut. Et puis, donc, il gouverne avec, enfin, il fait avec le cœur, moi je dirais plutôt, et il œuvre pour un monde plus juste. Exactement, aussi bien sûr. Oui. Enfin, moi, j'ai un ressenti autre intérieurement, donc je vois plus ça.
mais c'est pas Il antinomique. a eu une révélation avec le jugement. Pour moi, Oui. c'est plus ça. Il a eu cette révélation et ce pape qui est tout en haut de la colonne de lumière. Là-haut, il est là, le Eh pape. ben, oui. écoute, moi, je trouve qu'il est vraiment bien placé et il a fait les choses avec cœur. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Prix Comment? Nobel de la paix. Ah bah Prix oui, Nobel de j'avais la pas paix. entendu. Bah oui, voilà. Oui, oui, ben, tu as raison, ce pape, c'est le prix Nobel de la paix. Bah oui. Oui, il a été reconnu, mais c'est seulement en 52. Enfin, il l'a eu qu'en 54. Oui. Oui, Et mais alors là, je l'ai reconnu en retard. à Oslo, une liesse populaire dans les rues extraordinaires quand il est arrivé pour prendre son prix Nobel. Évidemment, l'argent du prix Nobel a dû partir en Afrique, toujours pour son dispensaire. Vous voyez? Là, c'est à la date qu'il a eu la révélation qu'on a. Oui, là, c'est la révélation, l'épiphanie, il appelle ça comme ça, les protestants appellent ça comme ça, une épiphanie. Alors, celle d'après, j'ai écrit ce que c'était, il part pour le Gabon, alors là, il purge, moi je vous disais, mais c'est mon idée, hein, mais purge cette culpabilité où il répond à l'appel, enfin les deux en même temps, hein, puisque c'est la culpabilité aussi, et pour plus de justice, parce que la force, c'est aussi une lame de justice, c'est quand il part pour le Gabon. J'ai vu les dates importantes. Quand il reçoit son prix Nobel, alors c'est le 4 novembre 54 qu'il est parti le chercher. Alors regardez la ferveur populaire, la liesse populaire, on a quand même une maison Dieu, hein, on imagine, vous voyez ça, on voit presque les confettis là sur cette lame, et puis pour la paix, il a un amoureux. C'est pas laid, hein, c'est pas vilain le jour, enfin l'année du prix Nobel. L'amoureux qui nous rappelle son poste 6, poste 6, hein, il est très puissant ici. Ça reconnaît l'homme d'engagement et l'amour qu'il avait pour son prochain, pour les bêtes et tout ce qui l'entourait. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait être aimé. Ah. Oui, aussi. Je trouve qu'on oublie l'ascendant balance. Hein. Ouais. Oui, mais l'ascendant balance avec une Vénus en Sagittaire, c'est pas si. Il y a un côté altruiste, hein, c'est incontestable, c'est incontestable. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il aime bien quand même quand on l'aime, quand on le regarde, quand il est un petit peu sous le. C'est quelque chose qu'il aime, peut-être même qu'il recherche. Oui, parce que si on regarde, tu sais, comme à Royaux, le maître, c'est Saturne, et en dessous, encore en dessous, on regarde en deuxième position, Uranus en Lion. Oui, puis le nœud avec ce que tu dis. Et le nœud sud est en balance. Oui. Le nœud sud est en balance aussi, alors il y a pas mal de choses de ce genre, oui. Et puis, s'il veut rallier les fidèles avec ses prêches, il faut peut-être aussi les entortiller, les fidèles. Enfin, il faut les rallier à sa cause. Derrière alors, le côté un petit peu strict, austère et discipline, il pouvait avoir un côté séducteur. Ah, tu l'as pas connu, moi j'ai bien connu, et puis je peux te dire c'était un petit filou, hein, je confirme Sartre. Hein. Oui. Un grand filou, il a dit un grand filou. Séducteur ou passionné? C'est peut-être quelqu'un qui était passionné. Ah ben Mars Scorpion, oui, c'est passionné. Voilà, passionné plus que séducteur peut-être. Voilà, oui. Et le diable en P1 rappelle encore la passion. Il était investi d'une mission. Oui, mission. Oui, passionné par, oui. Un petit messie, quoi. Pas commode. Je crois qu'il était quand même pas commode. Mais bon. Alors, vous voyez, on peut trouver des tas. Puis alors, je pense, moi, j'ai pas eu le temps, mais si on lisait vraiment des livres sur lui plus fouillés, on trouverait encore des tas de explications supplémentaires. C'est bon? Oui.
Alors, c'est toujours intéressant de comparer avec l'étoile évolutive parce qu'on a des billes supplémentaires. Vous voyez, ça, c'est l'année de sa mort. Et on retrouve, comme je vous ai dit, Lune Chariot comme l'année de la révélation. Et cette année de la révélation, ça a complètement bouleversé sa vie. Eh bien, on retrouve les mêmes. C'est quand même pas si fréquent d'avoir la même combinaison. Parce que ça tourne, non, chacun dans son sens. On a fait ça. Hein? Les dames de l'étoile évolutive, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, elle est parlante, elle est intéressante. On n'a pas fait sa voie lactée. J'étais en train de penser, ça serait peut-être intéressant. Ça te dit rien, Catherine? Ben, je sais, je ne sais pas. C'est quoi sa voie lactée? C'est Attends, un arcane secret. Je ne connais pas encore tout par cœur. Ben, moi non plus, figure-toi. Daniel. La voie lactée, c'est quoi sa voie lactée? Qu'est-ce que c'est sa voie lactée? Dis-nous ce que c'est la voie lactée. On l'a fait récemment. Bah, c'est son chemin de vie, enfin. Voilà. Mais bon, il est clair et net, enfin. Donc, mais c'était pour voir si ça fonctionnait bien. Mais je ne sais plus. Là, je n'ai pas les éléments sous Moi, il y a, des fois, je fais ce travail avec le double zodiaque, le zodiaque tropical et sidéral. Ah oui, oui. Voilà, où on voit le travail de l'âme plutôt, et avec le thème sidéral comparé au thème tropical. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Ce double zodiaque-là, c'est moi, quand je veux, en fonction des problématiques des gens, c'est vraiment révélateur. Alors moi, je fais le thème draconique pour voir le thème de l'âme. Draconique, c'est quoi? Draconique. Et alors là, c'est l'âme. Ça, c'est juste, enfin c'est juste, il ne faut pas exagérer, mais c'est notre incarnation pour cette vie-ci. Notre projet, là, pour cette vie. Et le thème draconique, c'est la grande image, the big picture, le grand jeu. C'est-à-dire qu'on va mettre le bélier. Alors là, pour lui, c'est pareil, c'est presque pareil. Vous voyez, ça, c'est amusant. Parce qu'on va mettre le 0 bélier sur le nœud nord. Or, il a le nœud nord à 21. Et donc, son thème draconique va être le même, à 21 degrés près. Donc, les planètes ne vont pas forcément bouger beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, c'est pour le... Toi, tu prends le thème sidéral pour voir l'âme, et ben, moi, enfin, il y a une autre façon aussi, c'est le thème draconique. Donc, tu places le 0 bélier, c'est le nœud nord, et après, tu déplaces tout. Et bien après, c'est-à-dire qu'on fait tourner la roue des signes, en fait. Là, j'avance, le 0 bélier, il est là, alors je le fais. C'est comme s'il y avait des roues de loto, là, des loteries, là, comme il y avait autrefois dans la rue. On fait tourner ça, on l'avance, le 0 bélier, on le pousse jusqu'à arriver au nœud nord. Et il y a tout le reste qui suit. Tout suit, tout reste comme c'est. Mais du coup, eh ben, comme on fait, là, je fais avancer, ben, du coup, ça va déplacer un peu tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, le Pluton, il va se retrouver fin bélier, par exemple. Mais ça ne va pas changer énormément puisqu'il y a que 21 degrés d'écart. Oui, mais d'accord, le Pluton, il serait... D'accord, ok. Si je pousse comme ça le bélier, jusqu'ici, du coup, ça pousse tout de 21 degrés. Et du coup, il se retrouve avec un ascendant Scorpion. Oui. Ah, d'accord. Non. Si je pousse tout, il est vierge. Oui. Oui, pousser. Si je fais tourner la roue comme ça, il serait ascendant vierge. Et ça, c'est son... Par contre, il reste un soleil Capricorne si je fais tout tourner comme ça. Les débuts plutôt... fait pousser par là et il serait toujours Capricorne. C'est-à-dire qu'il est très fidèle au plan de son âme. C'est ça que ça veut dire. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on est à l'intérieur dans ces cas-là. D'accord. Si on déplace ça. De toute façon, AstroDienst, le site de Lise Green, AstroDienst, il donne la carte draconique gratuitement.
Enfin, on tape, il n'y a qu'à cliquer carte draconique et puis ça la sort direct. Ah, d'accord. Sur Audience, on trouve ça. D'accord. Et si vous voulez des détails, c'était le colloque, je fais de la publicité là, mais vous m'avez tenté, le colloque du mois de Lyon d'octobre dernier, et nous avons édité, nous publions les actes, c'est-à-dire les conférences qu'on a données à ce moment-là, au colloque de Lyon. Et là, vous lirez sur cette affaire draconique. Draconique, ça vient de dragon, comme les nœuds, nœud nord. D'accord. Et alors, c'est champion pour les synastries. Pourquoi les gens s'attirent? On peut très bien le regarder comme ça avec notre thème qu'on connaît, tropical. Mais alors, le thème draconique, l'âme, c'est vraiment l'âme intrinsèque. Et alors, les gens, du coup, on voit les attirances, c'est vraiment encore plus parlant que celui-ci. Pour cette La synastrie des deux thèmes draconiques. Oui. Et il y a des auteurs de cette tendance Oui, mais ils sont anglais. Ah. C'est draconique. Je ne les ai pas là, il faudrait que je les cherche. Draconique, comment il s'appelait? Victor Oliver. Et Ouais, l'autre, le révérend, c'est une femme. Comment elle s'appelait, la femme révérend? Je ne sais plus son nom. Enfin, il y a deux livres. Il y a 2 livres là-dessus en anglais. Victor Olivier, il suffit de taper sur Amazon Draconic Chart. Oui. Il y en a un qui s'appelle Chasing the Dragon, en poursuivant le dragon, et l'autre, la carte draconique. Draconic Chart. Voilà. D'accord, merci. C'est très. Ou alors, si on veut une façon plus souple, dans les actes que nous publions à l'Aura, il y a un exposé dessus. Un article. Ou alors, si vous lisez le Mountain Astrologer, il y avait aussi un article là-dessus. Pamela Crane. Carte draconique. Hein? Pamela Crane. Oui, c'est ça. Révérend, c'est un révérend, une femme révérend protestant, Pamela Crane. C'est pour faire des comparaisons, et puis comme ça donne des choses plus... Voilà. Puis parfois, on ne se retrouve pas bien dans son thème tropical, alors on fait son thème draconique, et là, on est content, parce qu'on est en contact avec son âme. Ça fait du bien des fois. Ah oui. Ça fait du bien à chaque fois. Bien. Voilà. On va peut-être. Alors, le mois prochain, nous avons cherché un Verseau, et ce sera Charles Dickens. L'auteur Charles Dickens. Ok. Si tu peux m'envoyer une photo et la petite ligne de présentation, je préparerai déjà la fiche. Charles Dickens, très bien. Oui, l'auteur anglais. Très bien, très bien. Et ça sera donc toujours le 3e jeudi du mois, ce qui nous amènera… Au 19 janvier, si j'ai bien compté. C'est le 19 janvier, si j'ai bien compté. 19 janvier, jeudi 19 janvier, Charles Dickens. Voilà. Merci beaucoup. Je vais couper déjà l'enregistrement. Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, à bientôt. Bonne soirée et bon Noël. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête.